Bonjour et bienvenue sur Algomus. Nous avons vu déjà en algorithmie que les instructions pouvaient nous permettre en fait de discuter avec la machine et en fait pour que la machine résolve les problèmes que nous lui soumettons. Nous aimerions maintenant en fait pallier un autre problème que nous avons, c'est que nous remarquons qu'en fait quand nous écrivons un programme, nous écrivons un programme en beaucoup plus de temps que la machine ne met pour le résoudre. En fait, si nous écrivons instruction après instruction, eh bien nous mettons beaucoup plus de temps à écrire les différentes instructions que la machine ne met en fait à les exécuter. C'est normal en fait, la machine est un très bon calculateur et donc en fait elle résout très vite les problèmes que nous lui imposons. L'idée maintenant, c'est que comme nous aimerions utiliser la machine pour effectuer les tâches rébarbatives, donc les tâches qui sont toujours identiques mais qui sont répétées plusieurs fois, eh bien nous aimerions une structure pour, à un moment donné, lui fixer simplement une règle, de lui dire, voilà cette instruction, tu vas maintenant la répéter 10, 20, 15 fois. À nous, en tant que développeurs, ça nous permettra en fait de ne pas avoir cette instruction plusieurs fois dans le programme, et la machine en fait va pouvoir répéter des instructions sans que nous ayons en fait à écrire toutes les instructions qu'elle doit exécuter. Ce mécanisme en fait est connu et s'appelle en fait la boucle. La boucle, en fait, comme son nom l'indique, va simplement permettre de boucler autour d'une instruction, une instruction ou un bloc d'instructions, et de répéter en fait en boucle ces instructions-là. Et donc là, on va pouvoir justement utiliser la pleine puissance de calcul de l'ordinateur, puisque nous allons écrire en fait très peu de code, et derrière la machine va exécuter énormément d'instructions. Donc ça, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo, et qui s'appelle la structure itérative. Donc dans cette partie algorithmie, nous allons essayer de comprendre le concept, et encore une fois, en comprenant le concept en algorithmie, nous savons que ce concept va pouvoir être décliné dans n'importe quel langage de programmation. Alors comment on va aborder cette structure itérative? La première chose, on va essayer de comprendre les limites de ce que l'on avait déjà vu jusqu'ici. Donc on va voir les limites de la structure conditionnelle et pourquoi on n'arrive pas à résoudre certains problèmes avec la structure conditionnelle. On va donc avoir ce besoin en fait de créer une boucle, de créer quelque chose d'itératif. On va voir ensuite qu'il y a plusieurs façons de créer une boucle. Soit on peut boucler tant qu'une condition est vraie ou qu'une condition est fausse, soit on connaît le nombre de cycles de boucles que l'on veut faire. Par exemple, on veut répéter les opérations 20 fois. Si on veut répéter les opérations 20 fois, on sait que depuis le début, on va itérer en fait 20 fois. Ces deux boucles, en fait, ces deux styles de boucles existent dans tous les langages de programmation. La première va plutôt être abordée sous forme de tant que sur une condition. Tant que ce n'est pas fini, eh bien je continue. La deuxième, quand on connaît le nombre d'itérations à l'avance, va plutôt prendre la forme de la boucle pour. Si vous avez déjà programmé un petit peu, ça va être la boucle for que vous avez peut-être déjà abordée. Nous allons terminer la vidéo en parlant un petit peu d'optimisation. Alors pourquoi on parle d'optimisation quand on parle de boucle? Eh bien vous comprenez bien que si jamais dans les boucles les instructions sont répétées un grand nombre de fois, eh bien quand vous cherchez à optimiser un programme, les boucles devraient être la première chose qui attire votre œil, puisqu'effectivement, puisque ces instructions sont répétées, si jamais vous faites des instructions en trop, eh bien c'est là que vous allez perdre le plus de temps. Donc, l'optimisation commence toujours en fait par essayer d'optimiser les boucles là où les instructions sont répétées un grand nombre de fois. Voilà un petit peu le plan, et donc ce que je vous propose de voir tout simplement, c'est d'essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une boucle. Alors l'idée qui se cache derrière la boucle, c'est effectivement d'utiliser la vitesse de calcul de l'ordinateur. L'ordinateur, en fait, c'est rien de plus qu'un gros calculateur. Il sait calculer très vite, mais en fait, il est très limité dans les possibilités qui s'offrent à lui. Nous avons déjà discuté de ce problème. Nous savons que l'ordinateur ne sait gérer que des nombres entiers et qu'il réalise des calculs très rapidement sur les nombres entiers. Et que la plupart du temps, il essaye de ramener n'importe quel problème avec des opérations sur les entiers. Ok. Alors nous, on aimerait tirer parti de cette vitesse. Mais par contre, en fait, on n'aimerait pas en fait, taper des programmes qui font 3 km de long avec toutes les instructions les unes derrière les autres. Ok. En fait, on se rend compte qu'on passe pas mal de temps à écrire des instructions, alors que l'ordinateur met très peu de temps en fait, à les exécuter. Donc comment est-ce qu'on pourrait être un petit peu plus optimisé? Comment on pourrait en fait s'épargner l'écriture de certaines instructions et simplement peut-être fixer un ensemble de règles à l'ordinateur, et si l'ordinateur suit les règles que nous lui fixons, eh bien, il va quand même arriver à solutionner notre problème. Donc le but, on va essayer de trouver un juste milieu en disant je vais utiliser au maximum la vitesse de calcul de l'ordinateur et je vais minimiser le nombre d'instructions que je lui donne. Ok, donc ça va être le but de la boucle. Ça va être intéressant si on donne des tâches rébarbatives à traiter à l'ordinateur, justement,
puisque les tâches rébarbatives sont, par définition, toujours les mêmes. Il y a toujours le même procédé, on effectue toujours les mêmes tâches, et donc tout simplement, au bout d'un moment, puisque c'est la même chose, on devrait pouvoir lui fixer juste un cadre, lui dire, voilà, ben, tu fais toujours ça, et tu le fais 20 fois, 100 fois, 1000 fois. Eh bien, en fait, ce problème-là va être réglé par le mécanisme de boucle. Et nous allons voir au travers de cette vidéo tout ce que nous pouvons mettre en place, justement, pour s'économiser de l'écriture du code et faire en sorte que l'ordinateur traite beaucoup plus d'instructions. Alors on va comprendre le besoin de boucle au travers de la limite de ce que l'on peut trouver sur la structure conditionnelle. Alors, la structure conditionnelle, on l'avait déjà vu dans une précédente vidéo, c'est la structure qui me permettait de faire un choix basé sur une condition. Si je suis dans ce cas-là, alors je fais une série d'instructions, sinon je fais une autre série d'instructions. Et on va s'apercevoir en fait que cette structure peut être rapidement limitée dans certains cas. Je vous propose un petit algorithme ici, que l'on comprend assez facilement, on se base sur une seule variable qui est la réponse qui est de type chaîne de caractères. On affiche à un utilisateur « Voulez-vous un café ?» et on récupère sa réponse. Naturellement, ici, on voudrait que la réponse de l'utilisateur soit en adéquation avec la question. Donc si je lui demande s'il veut un café, on va estimer que deux réponses sont possibles. Soit il peut me répondre oui, soit il peut me répondre non. S'il me répond autre chose que oui et non, eh bien tout simplement, j'ai un problème puisque je ne peux pas traiter sa réponse. Donc je pourrais très bien le faire avec une structure conditionnelle. Donc si la réponse est différente de oui et que la réponse est différente de non, eh bien tout simplement la réponse ne correspond pas à la question. Et donc je vais pouvoir lui afficher il faut répondre par oui ou par non. Par contre, eh bien je n'ai aucun mécanisme de retour en arrière dans cette structure. C'est-à-dire que je ne peux pas lui reposer la question. Si je veux reposer la question, je suis obligé de créer une saisie dans la structure si. Mais du coup, j'ai un autre problème qui se pose à moi, c'est que je ne sais pas en fait combien de fois la personne va me répondre faux. Elle pourrait me répondre faux une première fois, je lui repose la question, elle me répond faux une deuxième fois, et bien qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Pour réagir à cette deuxième réponse fausse, il faudrait que je recrée une autre structure conditionnelle. Ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que pour l'instant, il me manque un petit peu de souplesse, puisque je devrais en fait mettre une structure conditionnelle à chaque fois que j'estime en fait que la personne va me répondre faux. Donc si j'estime par exemple que la personne ne va pas me répondre faux plus de 7 fois de suite, je vais être obligé de mettre 7 blocs conditionnels. Oui, mais si elle me répond une septième fois faux, eh bien en fait je suis bloqué. Donc en fait on voit que cette structure est assez rapidement limitée, et ce que l'on aurait besoin en fait c'est une boucle qui me dirait repose la question tant que la réponse ne te convient pas. Tant que la réponse ne te convient pas. Eh bien, c'est justement cette boucle tant que nous allons voir justement au travers de cette vidéo. Si on reprend ce que l'on vient de voir sur la structure conditionnelle, on voit directement les limites. Les limites, c'est que là, même si la structure conditionnelle nous permet de faire un choix, les instructions sont quand même exécutées de bas en haut. Et il n'y a aucun retour en arrière possible. Je ne peux pas revenir à une partie antérieure du programme pour pouvoir répéter des instructions. Donc on est très limité avec cela, on peut faire un choix, mais par contre le programme se découle toujours de bas en haut sans discontinu. Donc avec une structure conditionnelle, je ne peux modifier ou rattraper uniquement une seule mauvaise réponse. Ok. Si je dois répéter la structure conditionnelle, ça va à l'encontre de l'objectif que je m'étais fixé. Si je dois répéter cette structure conditionnelle, ça va me faire écrire beaucoup de code. Alors on pourrait dire oui, mais c'est du copier-coller. Oui, mais quand même, on est sur plusieurs instructions. Nous, le but, ce que l'on voudrait faire, c'est écrire le moins d'instructions possible et que l'ordinateur comprenne en fait qu'il doit continuer en fait à réitérer sur un groupe d'instructions. Autre chose, nous ne savons pas combien de fois l'utilisateur va se tromper avant d'indiquer la bonne réponse. On peut faire des suppositions, mais en fait ça va dépendre des utilisateurs. Certains vont répondre bien du premier coup, certains vont se tromper 3, 4, 5, 6, 7 fois. Je ne sais absolument pas à l'avance combien de fois l'utilisateur va se tromper. Tout ce que je sais, c'est que je pourrais arrêter de poser la question lorsque une condition sera validée, et cette condition, c'est que la réponse en fait corresponde soit à oui, soit à non. Et donc en fait, effectivement, ce qu'on aimerait reposer, c'est reposer cette question tant que la réponse ne nous convient pas, tant que la réponse est différente de oui et que la réponse est différente de non. Donc, on commence à avoir les différentes briques qu'il va nous falloir dans notre itération. On va répéter une série d'instructions jusqu'à ce que, ou alors tant que, une condition est valide. Et donc, on va stopper notre itération
dès que la condition sera vraie ou que la condition sera fausse. Ok, bon, les briques commencent à se mettre un petit peu en place. Alors on a deux façons d'itérer dans tous les langages de programmation. Ces deux façons d'itérer existent dans tous les langages, hein, donc on peut le voir facilement en algorithmie, puisque en fait, une fois qu'on aura maîtrisé ces deux façons d'itérer, en fait, ces deux façons pourront être retranscrites dans n'importe quel langage de programmation. Que vous soyez développeur Java, C++, Python, tous ces langages en fait vont faire intervenir ces deux structures d'itératives. Alors le but c'est de répéter une opération. La première chose que l'on va voir, et la première chose que l'on a mis en lumière au travers de l'exemple avec les limites de la structure conditionnelle, on va répéter une opération jusqu'à la validation d'une condition. Donc là, par exemple, tant que la condition n'est pas remplie, eh bien je continue, par exemple, de reposer la question. À partir du moment où la réponse me convient, j'arrête. On a une autre façon de voir les choses. On peut aussi boucler tant qu'une condition est vraie. Donc la différence, c'est la première, elle peut boucler jusqu'à ce qu'une condition soit vraie, et l'autre, elle boucle tant que la condition est vraie. En fait, on va s'apercevoir que cette structure, il y en a juste une qui va se baser sur la condition négative de l'autre. Jusqu'à ce qu'une condition soit vraie, ça veut dire que tant qu'elle est fausse. Tant qu'une condition est vraie, ça veut dire jusqu'à ce qu'elle soit fausse. Donc, en fait, vous voyez qu'il y a vraiment, en fait, ces deux structures sont interchangeables. C'est juste une façon de voir les choses. Il y a des langages de programmation qui ne vous proposeront pas les deux structures. Tant que ça va se traduire par l'instruction while dans les langages de programmation. Jusqu'à, on va avoir la boucle until. Certains langages de programmation proposent les deux structures, certains langages en proposent qu'une, puisque de toute façon, en fait, vous voyez que les deux sont interchangeables. Il y a d'autres possibilités pour créer une itération sans condition. Parfois, on n'a pas toujours une condition de fin pour marquer la fin d'une itération. On peut par exemple boucler en connaissant le nombre d'itérations. Je sais dès le début que je vais en fait répéter ces instructions 20 fois, 100 fois, 1000 fois. Donc là, en fait, je n'ai pas besoin d'une condition. Quoi qu'il arrive, dans mon programme, je vais faire 100 fois ces instructions. Donc là, on a une autre boucle que l'on peut mettre en place, qui est la boucle pour, qui va en fait prendre la forme de for dans les différents langages de programmation. Enfin, on a encore une autre solution pour simuler une boucle. Alors, ce n'est pas une structure de boucle apparente, ça va simplement être les structures récursives et les fonctions récursives. Alors, une fonction récursive, on reverra ça au moment où on parlera des fonctions. Mais juste pour vous en dire un petit mot, une fonction récursive, c'est simplement une fonction qui se rappelle elle-même. C'est-à-dire que dans le corps de la fonction, eh bien, il y a un appel à la fonction. Et donc, ça veut dire que vous créez de nouveaux mécanismes de boucle puisque la fonction se rappelle elle-même. Donc, on repart du début de la fonction, puis elle se rappelle elle-même, et ainsi de suite. Et ça crée de nouveau un mécanisme de boucle. Et on peut donc simuler une itération aussi avec une fonction récursive. Donc, on en rediscutera quand on parlera plus spécifiquement des différentes fonctions. Alors, parfois on connaît effectivement à l'avance le nombre de fois qu'une instruction va être exécutée, et il n'y a donc pas de condition de fin, mais un nombre d'itérations. Alors je vous donne quand même quelques exemples pour cette boucle pour dont on a déjà discuté. Si je veux que mon programme affiche tous les nombres de 1 à 20, eh bien je sais déjà en fait qu'afficher les nombres de 1 à 20, il va commencer par le 1, puis il va afficher le 2, puis il va afficher le 3, et donc je sais en fait qu'il va me faire 20 affichages. Donc ça en fait, j'ai pas forcément besoin d'une condition de fin, je sais en fait directement qu'à chaque fois, je vais passer par 20 étapes, par 20 itérations. Si je veux que mon programme mette à jour, par exemple, tous les clients, eh bien, je sais à l'avance combien j'ai de clients, par exemple, dans ma base de données. Il suffit de les compter. Et donc, là aussi, je n'ai pas une condition de fin, j'ai simplement un nombre que je connais à l'avance d'éléments que je vais parcourir. Voilà, donc ça, c'est quelques petits exemples pour situer un petit peu la boucle pour. Alors la boucle pour la mettre en place, de quoi je vais avoir besoin? Eh bien, je vais avoir besoin de 3 éléments. Je vais avoir besoin de fixer un point de départ. Par exemple, si je veux compter de 1 à 20, eh bien, mon élément de départ, c'est qu'il faut que le premier élément que j'affiche, ce soit le 1. J'ai un élément d'arrivée. Le dernier élément que je veux afficher, c'est le 20. Okay, et je vais expliquer aussi à la boucle comment elle doit progresser. Eh bien, elle va devoir progresser en ajoutant 1 à chaque tour. C'est-à-dire que je veux afficher 1, puis le deuxième tour de boucle, ce 1, je veux y ajouter 1 pour obtenir 2, puis je vais y ajouter 1 pour obtenir 3, et ainsi de suite. Et donc, en fait, on a 3 informations pour notre boucle pour, d'où je pars, où je vais, et comment j'effectue mon parcours. Si vous avez déjà fait une boucle for, vous savez que vous avez ces 3 éléments-là
dans la boucle for, hein. Si vous avez fait du C ou du C++, ces trois éléments sont séparés par des points-virgules, vous avez bien la situation de départ, situation d'arrivée, et comment je progresse en fait, comment je fais progresser ma variable de comptage. Donc on va revenir sur tous ces éléments-là quand on va mettre en place la boucle pour. Alors on a parlé de la boucle tant que et de la boucle pour, il est maintenant temps de voir comment ça marche et comment je peux mettre ces différentes boucles en place. Alors la boucle tant que, elle va me permettre de boucler sur une instruction avec une condition de fin. Donc si j'ai une condition de fin et que je ne sais pas à l'avance combien de fois je vais faire le tour de boucle, je vais utiliser la structure tant que. Cette structure, elle est parfaitement adaptée à mon problème de café, c'est-à-dire que je vais reposer la question tant que je n'ai pas la réponse qui convient. Donc j'ai modifié mon exemple de demande de café, j'ai toujours la réponse qui est de type chaîne de caractères, je demande si on veut un café, et je saisis la réponse de l'utilisateur. Et tant que la réponse est oui, est différente de oui, et que la réponse est différente de non, sous-entendu tant que la réponse en fait ne me convient pas, eh bien je vais lui afficher qu'il faut répondre par oui ou par non, et je vais récupérer sa réponse. Arrivé à la fin du temps, à la fin de la boucle temps, je vais récupérer de nouveau, je vais me remettre en fait au début de la boucle tant que, et la réponse en fait sera soumise de nouveau au test. Est-ce que la réponse est toujours fausse? Si la réponse est toujours fausse, je retourne dans les instructions de tant que. Si la réponse maintenant est correcte, ça veut dire que si la réponse est oui ou la réponse est non, eh bien en fait je quitte la boucle et je continue à exécuter mon programme après l'instruction fin tant que. Voilà. Et maintenant en fait j'ai un problème qui résout entièrement mon problème de demande, puisque la demande va être réitérée jusqu'à ce que la condition de réponse soit validée et que la réponse soit donc correcte. J'ai donc maintenant un algorithme complètement fonctionnel dans le cas où je demande en fait une réponse correcte. On peut avoir une petite variante. La boucle tant que connaît une petite variante, hein. Là j'avais fait une boucle tant que, il y a une variante qui s'appelle la boucle faire tant que. Faire tant que, c'est une variante de la structure tant que, sauf que la validation de la condition ne se fait pas à l'entrée de la boucle, mais se fait à la sortie. Et donc, je vous ai écrit un petit exemple ici, puisque la boucle faire tant que est parfaitement adaptée pour l'exemple que nous venons de voir sur le café. Ici, je vais faire, donc rentrer dans ma boucle, je vais afficher « Voulez-vous un café ?» et je vais saisir la réponse. Ensuite, j'arrive à la fin de ma boucle, et j'ai tant que réponse différente de oui et réponse différente de non. Donc ça veut dire que tant que la réponse n'est pas correcte, eh bien je vais repartir du début de la boucle, je vais donc repartir de mon faire. Et je vais donc recommencer à demander un café, à saisir la réponse et le réévaluer. Vous voyez que la différence ici est tout simplement que cette fois-ci l'évaluation est faite à la fin et pas au début. Donc la grande différence entre la boucle faire tant que et la boucle tant que, c'est que quand vous avez une boucle faire tant que, vous passez toujours obligatoirement une fois dans la boucle. Et dans ce cas-là, c'est parfaitement adapté puisque ça me permet de ne poser la question qu'une seule fois et de saisir la réponse qu'une seule fois. Comme je passe au moins une fois dans ma boucle, même si l'utilisateur me répond correctement du premier coup, eh bien je passerai quand même par ces deux instructions une fois. Voilà. Donc cette structure, elle n'est pas forcément... la structure tant que, vous la retrouvez dans tous les langages de programmation. La structure faire tant que, vous la trouvez pas forcément dans tous les langages. Mais en fait, vous allez encore retrouver des équivalences. Par exemple, la condition est exactement la même, et donc vous pouvez passer facilement en fait, d'une structure à l'autre. Alors, la condition dans la boucle tant que est une condition similaire à celle que nous avons vue dans la structure conditionnelle. Je vous rappelle qu'une condition, c'est tout simplement une expression qui peut être évaluée sans ambiguïté par le programme, à vrai ou à faux. Donc à partir du moment où j'ai vrai ou que j'ai faux sur l'instruction, je vais savoir s'il est temps d'arrêter ma boucle ou si je dois encore continuer, si je dois encore itérer. Donc si la condition est vraie lors du premier tour de boucle, il faut impérativement modifier le test dans le corps de la boucle. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien tout simplement cette condition, si elle est vraie, je vais aller dans la boucle. Ça veut dire que dans le corps de la boucle, il faut que je modifie au moins une variable qui est dans la condition pour qu'à un moment donné, cette condition devienne fausse. Si la condition est vraie depuis le début et que je continue à boucler et que je ne modifie jamais les valeurs des variables qui sont prises dans la condition, eh bien je vais tout simplement créer une boucle infinie. Si la condition est fausse lors du premier tour de boucle, ça veut tout simplement dire que le corps de la boucle n'est jamais exécuté. Si vous avez un tant que et que la condition est directement fausse la première fois que vous allez dedans, eh bien en fait vous ne rentrez pas du tout dans la boucle et le programme continue à s'exécuter à la fin de la boucle. Voilà un petit peu les deux comportements que l'on peut avoir, suivant en fait que la valeur soit vraie ou fausse lors du premier accès à la boucle.
Alors on va simplement maintenant prendre un petit notepad et puis on va se faire un petit algo avec une boucle tant que. Alors on va commencer sur des exemples assez simples et puis on va complexifier un petit peu. On veut écrire un algorithme qui donne le nombre de pompes que peut réaliser une personne. Ok, donc on va parler un peu muscu. Donc réaliser un nombre de pompes, qu'est-ce que je veux entendre par là? Alors l'algorithme doit lire l'énergie de la personne. Donc ça c'est une valeur entière, c'est-à-dire que la personne débute l'entraînement avec un certain niveau d'énergie. Et l'algorithme connaît le besoin énergétique d'une pompe, c'est-à-dire on sait quelle est la valeur d'énergie que va nécessiter de faire une pompe. La personne peut faire une pompe tant que son énergie est supérieure à l'énergie demandée par une pompe. Ok? Donc ça veut dire que tant que j'ai une énergie supérieure à ce que me demande une pompe, je peux encore faire une pompe. Et donc ça veut dire que quand je fais cette pompe-là, eh bien l'énergie nécessaire pour la pompe va être devoir soustraite de l'énergie totale de la personne. Et donc petit à petit, la personne en faisant des pompes va perdre son énergie jusqu'à ce qu'elle n'ait plus assez d'énergie pour faire une pompe. Et donc on va modéliser ce système-là avec une boucle. On voit bien qu'on a une condition terminale. Si la personne n'a plus assez d'énergie pour faire une pompe, tout simplement le programme s'arrête. Et on va essayer de compter aussi combien la personne aura fait de pompes avec l'énergie dont elle est pourvue au départ. Alors tout simplement, ce que l'on va faire, c'est que on va prendre un petit notepad, on va voir si c'est écrit assez grand, voilà, et on va prendre un petit peu les valeurs que j'ai récupérées dans mon programme. Alors quelles sont les variables? Je vais commencer par déclarer les variables. Alors les variables, quelles sont-elles? Quelles sont les données que je dois stocker? Alors l'algorithme doit lire l'énergie de la personne. Alors j'ai l'énergie de la personne, et on va considérer que l'énergie c'est simplement une valeur entière. Qu'est-ce que je dois faire encore? L'algorithme connaît le besoin énergétique d'une pompe. Ok, donc c'est l'énergie nécessaire pour une pompe. Ça, je connais aussi. C'est aussi une valeur entière. Ok. Qu'est-ce que j'ai encore? La personne peut faire une pompe tant que son énergie est supérieure à l'énergie demandée par la pompe. Donc là, j'ai rien pour l'instant. Il faudra penser à un système pour compter dans la boucle et compter en fait le nombre de pompes. Donc je vais simplement créer une variable nombre de pompes. Si je veux compter le nombre de pompes, tout simplement cette variable va être entière. Et je vais débuter mon programme, mon algo, et je vais mettre fin. Ok. Alors je vais reprendre un petit peu ce que me dit mon problème. L'algorithme doit lire l'énergie de la personne. Ok. Donc je vais lui afficher quelle est votre énergie. Alors, je vais faire un petit peu plus grand pour que... Voilà. Quelle est votre énergie? Et je vais saisir en fait ce que me donne l'utilisateur et je vais le sauvegarder dans la variable que j'avais déclarée qui s'appelle énergie de la personne. Donc là j'ai sauvegardé l'énergie de la personne. Ok. L'algorithme connaît le besoin énergétique d'une pompe. Par exemple, faire une pompe, ça va me coûter 10 d'énergie. Ok, donc ça veut dire que l'énergie nécessaire pour une pompe, je vais mettre simplement 10 dedans, qui va me dire donc du coup, voilà, j'ai récupéré, une pompe va me nécessiter 10 points d'énergie. Ok. Alors je veux compter également, donc ça veut dire que le nombre de pompes, il faut aussi que je puisse le compter. Alors au début du programme, eh bien l'utilisateur n'a pas encore fait de pompe. Donc ça veut dire que le nombre de pompes au début du programme, en fait, il est tout simplement à 0. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien je vais dire que tant que l'énergie de la personne est plus grande ou égale que l'énergie nécessaire pour faire une pompe, ça veut dire que l'énergie peut encore, ça veut dire que la personne peut encore faire une pompe. Donc on va dire tant que l'énergie de la personne est supérieure ou égale à l'énergie qu'il faut pour faire une pompe, ok, et bien dans ce cas-là, la personne peut encore faire une pompe. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'énergie de la personne, eh bien je vais la mettre à jour, et l'énergie de la personne maintenant c'est quoi? C'est l'énergie qu'avait la personne, moins l'énergie qu'il faut pour faire une pompe. Donc si, par exemple, une pompe nécessite 10 et que la personne avait 90 d'énergie, eh bien si elle fait une pompe, il va lui rester 90 moins 10, soit 80 d'énergie. Mais la personne ici, elle a fait une pompe. Ça veut dire que le nombre de pompes, si je les compte, eh bien tout simplement, c'est l'ancien nombre de pompes auquel j'ajoute 1. Et ici, je mets tout simplement fin à ma boucle. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant que l'énergie, à chaque tour de boucle, j'enlève de l'énergie de la personne le nombre d'énergie qu'il faut pour faire une pompe, et tant que l'énergie de la personne est suffisante pour faire au moins une pompe, eh bien je continue en fait à faire mes exercices. Systématiquement, je compte le nombre de pompes en mettant plus 1 dans le nombre de pompes.
Et si je veux en fait à la fin savoir combien j'ai fait de pompes, bah simplement je peux écrire j'ai fait. Voilà, donc le contenu de la variable nb pompe. Voilà. Là, on va le mettre plutôt comme ça, ce sera un petit peu plus visible. J'ai fait nb pompe, donc contenu de la variable nb pompe, puisque nb pompe en fait a pris plus 1 systématiquement. Donc voilà, mon algorithme est en place et va donc boucler tant que la personne en fait a suffisamment d'énergie pour réaliser une pompe. Premier exemple donc du coup de notre boucle while que nous avons réalisé. Alors si on reprend un petit peu cet algorithme pour l'analyser, il y a des choses qui peuvent être un petit peu surprendre. Dans cet algorithme, nous avons effectivement des variables qui peuvent être aussi bien à droite qu'à gauche d'une affectation. Vous voyez que là, quand je mets à jour la personne, l'énergie de la personne, vous voyez que la variable e-personne est à la fois à gauche et à la fois à droite d'une affectation. Alors ça peut paraître un petit peu bizarre quand on commence à développer, mais en fait ça ne pose absolument aucun problème. Pourquoi? Tout simplement parce que le membre de droite est évalué en premier, donc c'est-à-dire qu'on récupère l'énergie de la personne. Imaginons que la personne a 90 d'énergie, la pompe vaut 10, on fait 90 moins 10, on récupère la valeur 80, donc le membre de droite a été évalué, et ce 80, en fait, on va le ranger dans la variable e-personne. Donc vous voyez qu'à aucun moment, en fait, ça ne pose problème qu'une variable soit à la fois dans le membre de gauche et le membre de droite d'une affectation. Alors on a mis en place un compteur qui permet de compter le nombre d'une boucle. Alors vous voyez qu'un compteur, en fait, c'est pas quelque chose de très compliqué à mettre en place, c'est simplement un entier. La seule chose qu'il faut penser, c'est que si jamais vous voulez compter le nombre de pompes et donc faire plus 1 dans la boucle, il faut savoir en fait que votre variable compteur doit être initialisée quelque part, c'est-à-dire que vous devez lui donner la valeur de départ. Si vous oubliez d'initialiser, en fait, vous allez partir d'une valeur aléatoire, au mieux, enfin au pire, ou alors vous risquez en fait d'avoir un problème de compile ou d'interprétation. Donc attention toujours à penser à initialiser votre variable. Si l'écriture, par exemple, si j'avais mis l'écriture dans la boucle, c'est-à-dire que l'affichage, en fait, au lieu de le mettre ici, je l'avais mis dans la boucle, eh bien l'affichage aurait fait partie de la boucle, et ça veut dire que j'aurais affiché, en fait, systématiquement, à chaque tour de boucle. C'est-à-dire que j'aurais écrit j'ai fait une pompe, j'ai fait 2 pompes, j'ai fait 3 pompes, et ainsi de suite. L'affichage aurait fait partie de la boucle et en fait aurait été traité plusieurs fois. Exactement le même nombre de fois d'itérations que la personne aurait fait de pompes. Donc moi je le laisse à la sortie de la boucle temps, ce qui veut dire donc du coup que l'affichage ne se fait qu'une seule fois lorsque j'ai déterminé en fait le nombre de pompes possible. Ok. Donc il est très important quand vous parlez d'une boucle de comprendre ce qui doit être répété et ce qui ne doit pas l'être, donc ce qui doit être dans le corps de la boucle, entre le temps que et le fin temps, et ce qui doit être en dehors de la boucle, c'est-à-dire tout ce qui doit être exécuté une seule fois et qui doit donc se retrouver après l'instruction fin temps. Alors on va continuer un petit peu dans cette boucle tant que, et dans ce deuxième exemple, on va voir que le corps de la boucle peut aussi contenir des structures un petit peu plus complexes. On peut parfaitement avoir une structure, on peut avoir par exemple une structure conditionnelle directement dans une boucle. Ça ne pose absolument aucun problème. Pour cela, en fait, on va écrire un petit algorithme, encore une fois. On va écrire l'algorithme qui propose un petit jeu. On va proposer au joueur de trouver un nombre mystère. Donc l'algorithme connaît le nombre qu'il faut retrouver, et l'algorithme lit un nombre donné par le joueur, et tant que le nombre mystère n'est pas trouvé, ça va simplement lui dire que le nombre à trouver est plus grand ou plus petit. C'est pas un jeu, on va pas faire de la 3D ou ce genre de choses, hein, c'est vraiment un petit jeu très simple. Et une fois trouvé, on indique la victoire du joueur, c'est-à-dire que voilà, quand le joueur a trouvé le même nombre que celui que nous avions sauvegardé, eh bien tout simplement le jeu s'arrête et en fait le joueur a gagné. Alors, comme on est un jeu qu'on aimerait en fait le rendre plus compétitif, hein, c'est-à-dire qu'on aimerait peut-être un jour le lancer une compétition e-sport sur le jeu du nombre mystère, on va ajouter une variable qui va compter le nombre d'essais avant d'arriver à trouver le nombre. Et donc, en comptant le nombre d'essais, on va pouvoir un peu se challenger avec des amis et savoir en fait lequel trouve le nombre mystère avec le moins de coups possible. Ok.
Bon, bah, je pense qu'on a tous les arguments, en fait, on a tout en main pour pouvoir mettre ça en place. Et donc, comme d'habitude, on va déjà s'intéresser aux variables de notre programme. Alors, qu'est-ce que l'on va trouver comme variable dans notre programme? L'algorithme connaît le nombre à trouver. Donc, j'ai quelque part un nombre mystère. Alors, on va travailler sur des entiers. Hein. Le nombre mystère, en fait, c'est un nombre entier à trouver. L'algorithme lit un nombre donné par le joueur, et tant que le nombre n'est pas trouvé, il signale si le nombre mystère est plus grand ou petit. Donc ça veut dire que l'utilisateur va faire une proposition. Alors la proposition, si je veux la comparer au nombre mystère, eh bien j'ai intérêt à ce que la proposition de l'utilisateur soit aussi un entier pour que je puisse la comparer au nombre mystère. Ok, donc j'ai ces deux variables-là. Une fois le nombre trouvé, on indique la victoire du joueur. Ça, il n'y a pas de variable là-dedans. Dans un but compétitif, ajoutons une variable qui compte le nombre d'essais avant d'arriver à trouver le nombre. Ok, ça marche. Donc on va simplement dire, on va faire un NB coup. Et ça c'est un compteur, hein, donc un compteur va simplement prendre le type entier de nouveau. J'ai le début et la fin de mon algo, et je vais essayer de voir comment je peux écrire ça. Du coup, l'algorithme connaît le nombre à trouver. Donc ça veut dire qu'on va initialiser le nombre mystère. Alors soit, par exemple, vous pouvez l'indiquer comme ça, nombre aléatoire entre 0 et 100, par exemple. Nombre aléatoire, je peux l'écrire comme ça sous forme algorithmique, parce qu'effectivement, tous les langages de programmation vous permettent en fait d'avoir accès à un générateur aléatoire. Hein. Souvent, il s'appelle random dans la plupart des langages de programmation, mais en tout cas, ça c'est quelque chose qui est commun à tous les langages. Et si c'est commun à tous les langages, vous pouvez naturellement l'utiliser aussi en algorithmie. Ok, donc je vais récupérer un nombre aléatoire entre 0 et 100. Et ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais demander au joueur de me donner un nombre. Donner une proposition, par exemple. Donc voilà. Je vais afficher donner une proposition et je vais saisir la proposition de l'utilisateur. C'est-à-dire que je vais prendre ce que saisit l'utilisateur et je vais le sauvegarder en fait dans la variable proposition que j'avais déclarée à cet effet. Donc proposition, un entier, donc l'utilisateur va me saisir un entier. Ok. Il a saisi une proposition, donc j'estime en fait qu'il a joué son premier coup. Donc le nombre de coups, je vais l'initialiser à 1, parce qu'effectivement, comme il a saisi une proposition, il a donc proposé quelque chose, c'est donc sa première proposition, donc le nombre de coups, il a donc joué une fois. Et donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire tout simplement, l'algorithme lit le nombre donné par le joueur, et tant que le nombre n'est pas trouvé, il signale si le nombre mystère est plus grand ou plus petit. Alors tant que le nombre n'est pas trouvé, qu'est-ce que ça veut dire? Comment je vais traduire ça? Eh bien je vais traduire ça tant que finalement le nombre mystère et la proposition sont différents. Tant que le nombre mystère et la proposition sont différents, eh bien tout simplement je vais faire ma boucle. Si j'arrive à la fin de ma boucle, ici, ça veut tout simplement dire que la condition mystère différent de proposition n'est plus vraie, et cette proposition n'est plus vraie lorsque le nombre mystère est égal à la proposition. Et si le nombre mystère est égal à la proposition, ça veut tout simplement dire que, en fait, c'est gagné. Donc si je sors de ma boucle, eh bien ça veut dire que j'ai gagné. Très bien. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire dans la boucle? Si je suis dans la boucle, ça veut dire que le nombre mystère et que la proposition ne sont pas identiques. Pas identiques, eh bien je vais donc simplement donner des informations à mon utilisateur. Alors la première information, de dire voilà, si le nombre mystère est plus petit que la proposition, alors je vais faire quoi? Donc, tout ça, je suis dans la boucle. Hein. Si le nombre mystère est plus petit que la proposition, alors je vais simplement afficher c'est moins. Il faut que l'utilisateur me donne un nombre qui est moins grand que la proposition qu'il vient de me faire. Sinon, donc à quel moment je vais me retrouver dans le sinon? Alors si je me retrouve dans la boucle, c'est que le nombre mystère est différent de la proposition. Okay, sinon je ne rentrerai pas dans la boucle. Ici j'ai traité si le nombre mystère est inférieur à la proposition. Okay, donc le dernier cas qui me reste, si le mystère n'est pas inférieur à la proposition et que le mystère est différent de la proposition, eh bien j'ai plus qu'un cas, c'est le cas où le mystère est supérieur à la proposition. Et donc je vais simplement afficher C+. Voilà. Ça marche. Donc,
l'utilisateur, je lui donne une info, c'est moins ou c'est plus, à lui maintenant de me redonner une proposition. Donc il va falloir que je récupère sa nouvelle proposition. Je fais un saisir proposition qui va de nouveau ranger la proposition qui est faite par l'utilisateur dans la variable proposition. Et ce qu'il ne faut pas que j'oublie non plus, c'est d'incrémenter le coût, c'est-à-dire qu'il a joué une fois de plus. Et dans NBCoût, qu'est-ce que je vais ranger? Je vais ranger le nombre de coups auxquels il était arrivé, et il a joué un coup de plus, donc je vais mettre plus 1. Voilà. Du coup, ça c'est bon. Et la dernière chose qu'il faut que je fasse, eh bien pour l'instant je n'affiche pas encore le nombre de coups, et je peux donc en fait dire c'est gagné en, et puis je vais mettre NBCoût, coût. Voilà, c'est gagné en NBCoût, coût. Et donc en fait je vais afficher en fait en combien de coups l'utilisateur en fait a trouvé mon nombre mystère. Voilà. Ok, tout ça, ça marche. Donc vous voyez que cet exemple visait à montrer en fait que dans ma boucle tant que, qui commence ici et qui finit au fin tant que, eh bien j'ai intégré en fait une structure conditionnelle, j'ai mis un si alors sinon, et tout ça en fait marche parfaitement. J'ai bien le si alors sinon qui s'intègre bien, et en fait le si sinon, il est en fait répété autant de fois que je l'ai dans ma boucle. À chaque fois qu'un nombre mystère sera différent de la proposition, je vais réévaluer le nombre mystère par rapport à la proposition, et je vais donc en fait afficher c'est plus ou c'est moins en fonction de la valeur qui m'a été proposée. Ça marche. Bon, cet exemple est résolu, on va passer à la suite. Alors maintenant, en fait, on va voir autre chose, c'est que pour l'instant, on avait vu qu'on pouvait mettre une structure conditionnelle dans une boucle. On va maintenant essayer de voir si on peut mettre une boucle dans une boucle. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on va appeler une boucle imbriquée. Donc on va écrire un algorithme qui propose de dessiner un rectangle avec des étoiles. L'algorithme lit la hauteur et la largeur du rectangle. Pour chaque ligne dans la hauteur, il faudra écrire autant de caractères étoiles que le spécifie la largeur. Et il y aura donc une boucle parcours de la largeur dans une autre boucle parcours de la hauteur. L'algorithme doit afficher un rectangle. Alors l'idée qu'on va avoir ici, c'est tout simplement de dire, si je veux dessiner un rectangle de largeur 3 et de hauteur 5, eh bien je vais avoir simplement 3 étoiles sur 5 lignes. Ok, ça c'est un rectangle dont la largeur est 3 et la hauteur est 5. Ok, donc ça veut dire que l'utilisateur va me donner les dimensions du rectangle et moi je vais lui dessiner le rectangle qu'il a demandé. Ok, alors comment ça va marcher? Alors qu'est-ce que je peux faire? Je peux déjà par exemple m'intéresser à un problème un petit peu plus simple. Je vais pour l'instant laisser la hauteur de côté et si jamais je veux simplement une ligne, je vais dessiner 3 étoiles, comment je vais me débrouiller? Bon, je vais commencer à créer mon petit algo et je vais simplement maintenant faire la largeur. Donc il me faudra simplement déjà la largeur. La largeur, ça va être un entier, ça va être de combien d'étoiles en fait je vais dessiner sur une seule ligne. Ok. Je vais aussi utiliser en fait une variable de parcours qui va me dire en fait où j'en suis. Je vais donc avoir un entier L. L'entier L va juste me dire en fait où j'en suis au niveau de ma largeur. Ok. On va voir tout à l'heure pourquoi on va l'utiliser. Simplement, c'est pour savoir où j'en suis, combien d'étoiles j'ai déjà dessiné. Ça va compter en fait combien d'étoiles j'ai déjà dessiné. Et si je veux dessiner en fait en largeur, qu'est-ce qu'il va me falloir? Bon, je vais demander déjà à l'utilisateur donner la largeur. Voilà, et je vais saisir la largeur, c'est-à-dire en fait le nombre d'étoiles que je vais devoir dessiner. Ok. Alors une fois que j'ai la largeur, eh bien je vais simplement dire tout simplement que je vais mettre par exemple L, je vais le faire débuter à 0. Pour l'instant, je n'ai pas encore fait d'étoile. Ok. Et je vais dire, tant que L est inférieur à la largeur, eh bien tout simplement, je vais dessiner des étoiles. Ok. Donc je vais afficher simplement une étoile. Comme ça.
Et donc en fait, j'ai simplement, tant que L est inférieur à la largeur, faire afficher une étoile, et à chaque fois que j'affiche une étoile, je vais dire que j'ai affiché une étoile, et donc en fait, je vais, comme L compte les étoiles, eh bien j'en ai affiché une. Ok, ça marche. Donc j'affiche une étoile, L devient 1, j'affiche une étoile, L devient 2, j'affiche une étoile, L devient 3. Alors, si j'en ai affiché 3, eh bien, il faut que j'arrête. Puisque si j'en ai affiché 3, il faut que j'arrête, il ne faut pas que j'en affiche une quatrième. Donc, je vais le laisser comme ça. Alors, l'idée, en fait, tout simplement, de ce petit algo, c'est que j'ai donné la largeur. J'ai mis, en fait, un compteur d'étoiles, tout simplement. Et tant que L est inférieur à la largeur, c'est-à-dire si j'ai la largeur, par exemple, est égale à 3, eh bien, quand j'ai écrit 0 étoile, je vais dans la boucle, j'affiche une étoile. Puis j'ai affiché une étoile, donc 1 est toujours inférieur à 3, donc je retourne dans la boucle, j'en affiche une deuxième, L devient 2, 2 est toujours inférieur à 3, je vais dans la boucle, j'affiche une étoile, ça en fait 3, je mets L plus 1, et cette fois-ci, 3 n'est plus inférieur strict à 3, et je sors, et j'aurai affiché en fait mes étoiles. Ok, donc la première partie du problème, elle est résolue, il me suffit en fait d'avoir 3, j'ai donc affiché 3 étoiles avec cette boucle. Maintenant, ma question, elle va me rajouter une instruction supplémentaire. Je vais, par exemple, si j'ai une hauteur de 5, je veux maintenant que cette ligne qui contient 3 étoiles, elle soit répétée 5 fois. Ok, donc ça veut dire que ce que je viens de mettre en place ici, cette ligne, ce bloc-là m'affiche 3 étoiles par ligne, et bien tout simplement, ce bloc-là, il faut que je le répète. Il faut que je puisse le répéter 5 fois. C'est-à-dire que je vais me retrouver avec ce bloc-là, qui va se retrouver dans une boucle. Et cette boucle, je vais l'écrire. Alors la première chose qu'il faut que je fasse, c'est que maintenant j'ai des variables supplémentaires, j'ai une hauteur dont je vais avoir besoin. Donc cette hauteur, je vais la spécifier. La hauteur, c'est un entier, c'est le nombre d'étoiles que je vais devoir écrire, le nombre de lignes. Et je vais me déclarer aussi une variable du type entier qui va me permettre de parcourir la hauteur. Au niveau de l'utilisateur, il faut que l'utilisateur me donne la hauteur. Ça marche. Je vais récupérer la hauteur. Voilà. Et maintenant, il va falloir que je répète l'affichage de ces 3 étoiles. Il faut que je la répète 5 fois dans mon exemple. Donc ça veut dire tout simplement que je vais faire... Pour l'instant, je n'ai fait encore aucune hauteur, c'est-à-dire que je n'ai encore écrit aucune ligne. Et je vais donc répéter tant que le nombre de lignes, h c'est ma variable qui va compter les lignes, tant que le nombre de lignes est inférieur à ma hauteur, et bien tout simplement je vais afficher tout simplement le nombre de lignes. C'est-à-dire que si maintenant j'ai 5 hauteurs, et bien premier tour de boucle je vais afficher 3 étoiles, deuxième tour de boucle je vais afficher 3 étoiles, troisième tour de boucle je vais afficher 3 étoiles. Alors, comme ça m'affiche 3 étoiles, il ne faut pas que j'oublie qu'à la fin de ces affichages-là, il ne faut pas que j'oublie d'afficher en fait un retour à la ligne. Je vais l'écrire comme ça. Il faut que j'affiche un retour à la ligne qui me permette justement, voilà, j'ai écrit mes 3 étoiles, je retourne à la ligne, j'écris 3 étoiles, je retourne à la ligne, j'écris 3 étoiles. Et à partir du moment où j'ai écrit une ligne, eh bien il faut que mon h qui contient le nombre de lignes que j'ai écrites, il ne faut pas que j'oublie de le mettre à plus 1 pour dire en fait effectivement j'ai écrit une nouvelle ligne. Et je vais terminer donc mon f temps ici qui va permettre de dire voilà j'ai terminé ma boucle. Donc l'idée c'est tout simplement de dire j'ai une boucle qui va m'écrire 3 étoiles et cette boucle qui écrit 3 étoiles, eh bien je vais la répéter 5 fois. Et donc tout simplement je vais écrire une ligne avec 3 étoiles, une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième et j'aurai en fait créé mon petit rectangle. Voilà. On a donc résolu encore une fois le problème là-dessus. Si jamais vous cherchez les résultats des exercices, ils sont en fait dans la description. Vous pouvez récupérer les algos en fait que je mets en place ici. Vous pouvez tous les récupérer. Ok, ça marche. Du coup, j'en ai terminé avec mon petit programme. L'algorithme doit afficher un rectangle. Si jamais vous voulez pratiquer un petit peu, n'hésitez pas à prendre votre langage de programmation préféré et essayez de voir si vous arrivez à retranscrire cet algorithme
avec la structure tant que dans le langage de programmation que vous maîtrisez. Alors on s'est rendu compte encore une fois sur cet algorithme que je vais reprendre qu'il y a plusieurs choses que l'on peut voir. Parfois en fait on a le devoir en fait de créer des variables temporaires qui ne sont pas forcément spécifiées dans l'énoncé, mais qui vont nous permettre de garder en fait la trace de ce qui a déjà été fait. Typiquement ici j'ai mis les variables L et H, ce sont simplement des variables de compteur qui me comptent respectivement le nombre de lignes et le nombre de colonnes en fait que j'ai déjà ajouté. Et ça, c'est des variables qui vont juste me permettre en fait, de savoir où j'en suis dans l'écriture de mon petit carré. On a écrit en fait une seule étoile à la fois. Vous voyez que dans ma variable d'affichage, je n'affiche qu'une seule étoile, mais cette variable en fait est répétée par le nombre de lignes, et ce nombre de lignes est encore une fois répété par le nombre de colonnes. Et c'est ce qui fait en fait que on va récupérer ce rectangle. Alors c'est même le principe de la multiplication, hein. Puisque mon rectangle de 3 étoiles sur 5 étoiles, eh bien il va contenir, au final, 3 fois 5 étoiles, il va contenir 15 étoiles. Donc c'est exactement le principe de la multiplication que l'on a rendu sous forme graphique. Alors dans ce cas-là, c'est un cas un petit peu particulier parce qu'on connaît à l'avance le nombre de passages dans la boucle. Effectivement, on sait que si on a une largeur de 3 et une hauteur de 5, on sait que dans la boucle de hauteur, on va passer 5 fois, et dans la boucle de la largeur, on va passer 3 fois. Et on avait vu dans la première explication que lorsque je connais à l'avance le nombre de passages que je vais faire, eh bien, il y a une boucle qui est un petit peu plus intéressante à mettre en place que la boucle tant que, qui est la boucle pour, qui va déjà prendre les 3 paramètres, valeur de départ, valeur de fin, et comment j'itère en fait pour arriver du début à la fin. Donc on va s'intéresser un petit peu à cette boucle pour, qui peut être une variante à la boucle tant que, et qui est à utiliser lorsqu'on connaît à l'avance le nombre d'itérations. Alors, toutes les boucles, en fait, sont pratiquement... Vous pouvez toujours utiliser une boucle tant que à la place d'une boucle pour. Le problème de la boucle tant que, on vient de le voir sur cet exemple, c'est que quand vous utilisez une boucle tant que, vous êtes obligé de modifier la condition quelque part dans la boucle pour être sûr, en fait, de ne pas arriver à une boucle infinie. Là, par exemple, pour que h, à un moment donné, soit plus grand que hauteur et qu'on sorte de la boucle, il ne faut pas que j'oublie, en fait, à un moment donné, d'incrémenter h. Dans la boucle pour, en fait, on va se passer de cette étape, puisqu'en fait, l'entête de la boucle va déjà contenir, en fait, la modification de la condition. Et donc, une boucle pour est beaucoup plus facile à lire. Quand vous ne connaissez pas un programme, quand vous lisez une boucle pour, vous avez déjà toutes les informations sur l'itération, et vous n'êtes pas obligé, en fait, d'aller chercher dans le corps de la boucle quels sont les changements qui sont faits. Donc la boucle pour va la plupart du temps s'appuyer sur une variable entière qu'on va appeler un compteur et qui va compter le nombre d'itérations, c'est-à-dire le nombre de fois où on est déjà passé dans la boucle. Et la boucle pour, elle va, dès le début de la première ligne, en fait, contenir 3 éléments, la valeur de départ, la valeur de fin et le comportement, comment je me déplace en fait du début jusqu'à la fin. Et donc la boucle pour, on va retrouver tous ces éléments-là. On va définir une boucle pour, on va définir le nom du compteur. On va définir la valeur de départ du compteur, on va définir la valeur de fin du compteur, et on va expliquer en fait comment le compteur se déplace entre la valeur de début et la valeur de fin. Alors si on reprend l'exemple du graphisme, le graphisme, on va simplement utiliser la boucle pour la mettre en place. Alors, on va simplement, pour mettre en place le pour, on va simplement devoir déterminer les valeurs de départ et d'arrivée pour les compteurs. Ok, ça marche. Alors déterminer les valeurs de départ et d'arrivée, ça veut dire que si je veux écrire par exemple 5 lignes, eh bien la valeur de départ c'est que je serai sur la ligne 1, et la valeur de fin, ce serait que j'écrive la ligne 5. Donc valeur de départ 1, valeur de fin 5. Alors le 5 c'est quoi? C'est simplement le hauteur qui m'est donné par l'utilisateur. Ok? Très bien. Donc là, le pas n'est pas nécessaire quand on passe d'une donnée qu'on incrémente de 1 à chaque fois. En fait, c'est la version de base. Ça, on va le voir. On remarque que la boucle pour, c'est l'entête de la boucle qui va gérer le compteur. On n'a donc pas à se préoccuper dans le corps de la boucle d'incrémenter le compteur. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment intéressant parce qu'en fait, c'est quelque chose dont on n'a pas à y penser. Et on va se rendre compte que la boucle, elle est très lisible. Donc on va essayer de modifier l'algorithme que l'on vient de mettre en place pour la hauteur, hein, donc je vous le rappelle, on a une largeur de 3 et une hauteur de 5, et on va dessiner le petit rectangle.
Ok, donc on a saisi la largeur, on a saisi la hauteur, et en fait, qu'est-ce que l'on va faire, tout simplement? On va faire en sorte que, à la place d'avoir tant que h est inférieur à hauteur, on va simplement dire quelque chose qu'on va faire comme ça. Pour h, je vais réutiliser h comme variable de parcours. Quelle est la première ligne? Quelle est la valeur de h pour la première ligne? Eh bien, quand je suis sur la première ligne, h va valoir 1. Donc h va aller de 1 à combien? Eh bien, si h va devoir parcourir le nombre de lignes qui m'est donné par l'utilisateur, hein, donc ici j'en ai donné 5, donc il va devoir aller jusqu'à 5, mais en fait on s'aperçoit que le nombre de lignes m'est donné par l'utilisateur, et c'est ce qui se trouve dans la variable hauteur. Donc h va aller de 1 à hauteur, ok, et je ne donne pas le pas, mais je pourrais dire, je pourrais donner le pas en disant par exemple plus 1 à chaque étape. Alors ça, c'est quelque chose que l'on n'écrit pas forcément, hein, puisque plus 1 à chaque étape, je ne l'écris pas parce que c'est la version de base. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que h dans le premier tour de boucle va valoir 1, dans le deuxième tour de boucle il va valoir 2, dans le troisième boucle il va valoir 3, et ainsi de suite. Donc ça c'est le cas classique de la boucle, donc je ne le mets pas. Donc h va simplement aller de 1 à hauteur. Donc si hauteur est égale à 5, premier tour de boucle, h va valoir 1, puis h va valoir 2, puis 3, puis 4, puis 5, et quand il aura atteint hauteur, en fait, il va s'arrêter. Donc je n'ai plus besoin de mon h, je n'ai plus besoin de ma boucle tant que, et je vais simplement mettre la fin de ma boucle pour. Et naturellement, je n'incrémente plus h non plus, puisque h est incrémenté automatiquement dans ma boucle pour. Ok, je vais procéder de même pour le parcours en largeur. Hein. Le parcours en largeur, qu'est-ce que je vais en faire? Ben, je vais tout simplement dire, je vais réutiliser ma variable L de compteur, donc pour L2, alors là, la largeur va parcourir les colonnes, hein. Donc je vais commencer de la première colonne jusqu'à la colonne qui m'est donnée par largeur dans l'utilisateur, et je vais faire quoi? Eh bien, je vais me débarrasser de la mise en place de L, je vais utiliser de tant que, je n'ai plus besoin de mettre mon L en place, et j'arrive en fait tout simplement à la fin de mon pour. Voilà. Donc je vous disais, en fait, la structure pour, si jamais vous avez un nombre fini d'éléments, si vous savez en fait déjà à l'avance combien de tours de boucle vous allez faire, vous voyez que dans l'entête de la boucle pour, vous avez tous les éléments. H va valoir 1 le premier tour de boucle, puis il va être incrémenté de 1, donc il va valoir 2 à la deuxième, puis il va valoir 3 à la troisième, sans que j'ai besoin en fait d'incrémenter dans le corps de la boucle. Tout est fait au niveau de l'entête. Et ça me fait gagner pas mal de temps et de place. Vous voyez que là, j'ai pu en fait économiser énormément de place. Donc je n'ai pas à me soucier de la mise à jour en fait du compteur, c'est fait automatiquement dans l'entête de la boucle pour. Ok. Donc voilà l'équivalent de l'écriture de graphisme, cette fois-ci, appliqué à ma boucle pour. Ok. Donc, nous venons de voir deux mécanismes de boucle, la boucle tant que d'un côté et la boucle pour de l'autre. Donc, elles ont des fonctionnements assez similaires puisqu'on essaye en fait d'itérer sur des instructions. La grande différence, c'est que la boucle tant que va se baser sur une condition de fin, alors que la boucle pour va se baser en fait sur un intervalle de données en fait à parcourir. Dans la boucle pour, on aura la valeur de début, la valeur de fin et comment je me déplace entre la fin et le début. Alors je vous ai dit dès le début que quand on commence l'optimisation d'un programme, c'est-à-dire que l'on aimerait que le programme prenne moins de temps, eh bien en fait il est important de commencer par l'analyse des boucles. Pourquoi commencer par l'analyse des boucles? Eh bien tout simplement parce que vous avez vu que les instructions dans les boucles sont répétées, 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 répétées. Donc si jamais vous avez quelque chose d'inutile dans ces instructions-là ou quelque chose qui va vous faire perdre du temps, eh bien cette perte de temps sera multipliée par le nombre de fois en fait où vous allez passer dans la boucle. C'est pour ça que plus vous allez gagner de temps dans les boucles, en fait, plus en fait ce ressenti va se faire au niveau du programme en entier. Donc, on va simplement voir sur une petite notion d'optimisation, simplement une petite introduction à l'optimisation, de voir comment est-ce qu'on pourrait faire une légère optimisation sur une boucle. Alors on va imaginer un algorithme qui affiche les nombres pairs entre 1 et 100. Ok. Alors c'est pas un algorithme très compliqué, hein. Je vais simplement faire ça.
on va prendre un algorithme qui affiche donc les nombres pairs entre 1 et 100. Alors au niveau des variables, j'ai même pas besoin de variables. On va simplement débuter notre algorithme. Alors je pourrais déclarer effectivement mon compteur, hein, on va utiliser une boucle pour, donc on va simplement déclarer i entier, qui va être le compteur de ma boucle. Alors que me dit mon énoncé? Il me dit, je veux un algorithme qui affiche les nombres pairs entre 1 et 100. Alors je réfléchis pas trop pour l'instant, je vais simplement dire, alors pour i de 1, alors i va commencer avec la valeur 1, et il va aller jusqu'à 100. Donc premier tour de la boucle, i va valoir 1, puis deuxième tour de boucle, il va valoir 2, et ainsi de suite. Ok. Donc, je vais mettre en place la fin de ma boucle, ici, fin pour. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais vérifier à chaque étape si le i qui est fourni dans ma boucle, en fait, il est pair ou non. Comment je vérifie s'il est pair? Tout simplement, je peux dire que si le reste de la division entière par 2 est égal à 0, alors je suis sur un nombre pair. Alors je veux afficher les nombres pairs ou les nombres impairs? Qui affiche tous les nombres pairs entre 1 et 100. Ok, donc, si je suis dans ce cas-là, eh bien je vais simplement afficher i. Je vais terminer mon si, je vais terminer mon pour, et j'ai terminé mon algorithme. Ok, ça marche. Donc pour i de 1 à 100, je vais faire si i, le reste de la division entière de i par 2 est égal à 0, alors ça veut dire que i est pair, et dans ce cas-là, je vais afficher i. Alors si on s'intéresse un petit peu à la construction de cet algorithme, eh bien, on va se rendre compte que cette boucle, en fait, elle va être faite 100 fois. C'est-à-dire qu'elle va être parcourue 100 fois, le temps que i aille de 1 à 100. Et 100 fois, je vais donc tester si i est un multiple de 2 ou pas. Et donc, 50 fois sur ces 100, je vais afficher la valeur de i. Ok, alors on va simplement se dire, cette boucle en fait elle est faite 100 fois. Je vais juste garder un petit peu les éléments en tête. Ça c'est fait 100 fois, et ça c'est fait 50 fois. Ok, donc il faut imaginer qu'on a 100 fois un incrément de i, on a 100 fois un test, et on a 50 fois un affichage. Ok, alors si au lieu de compter de 1 à 100 avec un pas de 1, pourquoi est-ce qu'on ne compterait pas en fait de 1 à 100 avec un pas de 2? C'est-à-dire qu'au lieu d'ajouter 1 à chaque étape dans la boucle, en fait, on ajouterait simplement 2. Ça serait pas bête. Et en fait, on va s'apercevoir que cette solution va diviser par 2 le nombre de solutions que l'on a. Je vais mettre la deuxième version en dessous. Et qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire en fait que les nombres pairs, si j'ai un nombre pair et que j'ajoute 2, je retombe normalement sur un nombre pair. Donc ça voudrait dire que si ma boucle, en fait, je la fais tourner avec un pas de 2, ça veut dire qu'à chaque étape, au lieu d'ajouter 1, je vais ajouter 2. Et bien en fait, le premier tour de boucle, i va valoir 1. Alors 1, ça ne m'arrange pas parce que i est impair. Donc ça veut dire que je vais commencer avec un i à 2. Ok? Donc ça veut dire, premier tour de boucle, i va valoir 2. Puis je vais lui ajouter 2, i va valoir 4. Puis je vais lui ajouter 2, i va valoir 6. Et ainsi de suite. Ok. Donc ça veut dire en fait que cette boucle-là, finalement, elle est plus faite 100 fois, elle est faite plus que 50 fois. Effectivement, en fait, si j'ajoute 2 à la place de 1, je vais arriver à 100 beaucoup plus vite. Je vais arriver à 100 2 fois plus vite. Donc ça veut dire en dessous que ça va être fait 50 fois, et l'affichage va être fait de 50 fois. Mais attention, là, j'ai quoi? En fait, je fais un test pour savoir si mon i, il est pair ou pas. Mais par définition, en fait, mon i sera toujours pair, puisque je pars avec un i de 2, et à chaque étape, je lui ajoute 2. Donc ça veut dire que j'aurai 2, 4, 6, 8, 10, 12, et ainsi de suite. Donc tous mes nombres seront pairs. Donc ça veut dire, en fait, que je ne suis plus obligé de faire ce test. Ce test, je peux le supprimer. Voilà. Et en fait, je m'aperçois que je suis arrivé sur une version très très simple de mon algo, qui me dit, en fait, maintenant, j'affiche tous les i qu'on me donne, puisque i, en fait, ne constitue plus que des nombres pairs. En fait, je ne suis plus obligé de tester. Je me suis donc passé d'un test. Et si on compare les deux versions que l'on vient de mettre en place, eh bien, je suis passé de 100 tours de boucle à 50. Je me suis débarrassé de 100 tests. Ce test-là a complètement sauté avec ma nouvelle organisation. Et j'ai 50 affichages que j'avais déjà ici. Donc en fait, ça va me permettre de gagner un temps assez considérable, puisqu'en fait, je me suis passé complètement d'un test
en modifiant un petit peu le pas de ma boucle. Et donc de temps en temps, de penser un petit peu, de prendre du recul sur un problème pour l'aborder de façon un petit peu différente et de façon plus optimisée, c'est ce qui va nous permettre justement de gagner du temps. Alors là, on est sur une petite optie, mais c'était vraiment pour vous montrer un petit peu l'idée de dire est-ce que je ne peux pas penser ma boucle autrement pour peut-être me débarrasser de certains tests, de certaines étapes qui deviendraient inutiles. Et parfois, en fait, on se rend même compte que c'est les mathématiques qui vont nous amener la possibilité de remplacer toute une boucle par une formule mathématique. Comme par exemple, quand vous voulez la somme des n premiers nombres ou quelque chose comme ça, on pourrait le faire avec une boucle, mais les mathématiques nous apportent en fait une formule pour le faire, même sans boucle. Ok, ça marche. Est-ce que j'ai tout dit sur cette partie-là? Ouais, on a donc divisé le nombre d'itérations par 2, et on a supprimé une structure conditionnelle, et donc en fait, on fait plus de tests à chaque tour de boucle, et donc en fait, effectivement, on a gagné énormément de temps. Donc voilà une petite vidéo sur l'introduction aux structures itératives. Donc, structure itérative, on a compris que le besoin venait du fait qu'on aimerait que l'ordinateur effectue plus d'instructions et que nous, on aimerait en écrire moins dans nos programmes. Et donc ça, c'est un objectif qui me semble atteint. On a vu qu'il y avait deux structures conditionnelles qui étaient basées sur des nombres d'itérations un petit peu différents. Une première avec le temps que qui permettait de baser les itérations sur une condition de fin, ou d'une condition qui est respectée ou une condition qui n'est plus respectée. Donc ça, c'est la boucle tant que est à utiliser quand vous ne savez pas exactement combien de tours de boucle vous allez faire, mais vous savez en fait dans quel état doit être le programme lorsque vous arrêtez. On a vu une deuxième façon de procéder avec la boucle pour. La boucle pour, elle est intéressante quand vous savez à l'avance le nombre d'itérations que vous allez faire, parce qu'en fait, c'est une structure qui est très lisible, puisque dès l'en-tête de la boucle pour, vous allez retrouver d'où on part, où on va, et en fait, comment est-ce qu'on va faire le voyage. Donc, essayez de bien garder en tête que, effectivement, les boucles, si on peut garder aussi un aspect lisibilité, si vous pouvez utiliser la boucle pour, faites-le, puisque la boucle pour va, en un clin d'œil, en fait, vous permettre de comprendre en fait, combien de fois vous allez passer dans le programme. On a terminé cette vidéo avec une partie un petit peu optimisation. Alors c'est juste une petite sensibilisation, hein, on n'est pas sur de l'optimisation pure et dure, mais simplement pour vous montrer qu'on peut gagner énormément de temps en analysant ces boucles, puisque c'est là en fait où les instructions sont répétées un grand nombre de fois. Et qui dit répéter, ça veut dire que si vous répétez quelque chose qui vous fait perdre du temps, bah vous allez en fait répéter cette perte de temps. Donc n'hésitez pas à analyser vos boucles, à prendre un petit peu de recul dessus, et à essayer de voir s'il n'y a pas des étapes inutiles que vous pourriez remplacer. Donc voilà, on commence à avoir pas mal de structures à utiliser dans nos algos, qui vont nous permettre justement de pouvoir répéter maintenant les instructions. On avait déjà vu la structure de choix avec la structure conditionnelle, et ça va nous permettre de rendre maintenant nos programmes très flexibles et vont pouvoir en fait s'adapter à un grand nombre de problèmes. Et même les problèmes maintenant complexes vont pouvoir être décomposés, itérés dessus, et en fait on va pouvoir avoir un résultat avec un code qui reste en fait mesuré en termes de nombre de caractères. On va continuer encore à voir cette partie algo, on a encore plein de choses à voir, hein, on a encore les fonctions, les tableaux et ce genre de choses, mais en fait on commence à bien comprendre comment structurer nos programmes et comment avoir un programme clair et optimisé que l'on va pouvoir traduire dans un langage de programmation. À bientôt!